Bonjour, bienvenue tout le monde. Welcome to the 12th Montreal Comic Arts Festival, à la 12e édition du Festival BD de Montréal. Bienvenue. La prochaine conversation, Next Conversation, s'appelle Récit biographique avec votre animatrice Amélie Boivin-Henfield. Alors, je te cède la parole avec tous les beaux artistes qui t'accompagnent. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cet après-midi, j'ai le grand bonheur d'animer cette table ronde sur le récit biographique. Alors je vais vous présenter nos invités de la journée. Alors juste à côté de moi, vous avez Hilaria Ferra-Mosca, scénariste et autrice. Elle a publié des romans, des nouvelles et des romans graphiques dont certains ont été traduits et publiés à l'étranger. Elle a remporté plusieurs prix. Elle enseigne l'écriture de scénarios auprès de l'école de bande dessinée, de dessin et d'illustration graphite. Elle a animé plusieurs séminaires d'écriture de scénarios et elle a écrit récemment Charlotte Salomon et également la bande dessinée sur Lucille Teasdale. Au centre, vous avez Cyrus. Alors, elle est active dans le monde de la bande dessinée depuis 1986. Il a fait ses premières armes dans le monde des fanzines BD et rock. Il participe entre 1991 et 2008 à plusieurs collectifs de bande dessinée au Québec et en Europe. Et en 2022, il a fait paraître Un pari pour $, scénarisé par Marc Tessier et illustré par lui. On raconte la vie tumultueuse de Jean-Philippe Dallaire. Bonjour, Cyrus, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, oui. Alors, je vais montrer aux gens ta belle bande dessinée sur Jean-Philippe Dallaire. Oui, oui. Merci. Et juste au bout, vous avez Suzanne Leclerc. Alors, après des études de médecine et en psychiatrie, elle se tourne vers les beaux-arts. En parallèle de sa carrière de psychiatre, elle continue de dessiner et de peindre. Et elle vient tout juste de publier sa toute première bande dessinée, Freud, le moment venu. Bonjour, Suzanne. Et je commencerai en vous demandant, dès le départ, comme on parle de récits biographiques aujourd'hui, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ces personnes pour en faire une bande dessinée biographique? Et je commencerai avec Suzanne. Pourquoi avoir choisi Freud? Je dois dire que Freud, c'est un compagnon de longue date pour moi, puisque dans mes études de psychiatrie, comme clinicienne, c'était un auteur incontournable. J'ai eu envie un peu de revenir à cette époque où la psychanalyse était un petit peu plus importante. Alors, ça, c'était un des intérêts que j'avais. Il y a aussi qu'ici au Québec, depuis 2015-2016, on s'est beaucoup intéressé à l'aide médicale à mourir. Et il y avait cette histoire de Freud que je connaissais, sa fin de vie, son cancer, qui me semblait très intéressante, puis entrer en résonance avec des questions qui sont très contemporaines. Alors, c'est un peu ce qui a fait que je me suis tournée vers Freud. Parfait, Cyrus. Pourquoi, dans votre cas, avoir choisi Jean-Philippe Dallaire? Ben moi, j'étais en amour avec lui depuis son art, depuis presque... depuis 86. Puis, c'était pas venu tout de suite à... Je vais pas dire, je vais faire un livre sur sa vie et quoi que ce soit. C'est par les rencontres de gens que j'ai connus dans ma vie, dont Marc Tessier. Et la première chose qu'on a faite ensemble, donc on s'est rencontrés, on a parlé de peinture, après de parler de BD. Je trouvais ça comme bizarre, tu sais. Et puis, OK, bon, puis ça reste là, on continue nos choses. Et puis, il y a un petit topo là-dessus quand on rouvre l'album, ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut... Et puis, ben, quand on parle de quelqu'un, il faut, quand on fait une BD sur quelqu'un qui est connu, on pourrait dire, il faut vraiment il faut l'avoir, tu sais, dans notre cœur. Il faut comme l'apprécier, puis faire une histoire sur lui. Quand Marc m'a donné l'idée, ben, ça m'a comme resté dans l'idée. Je dis, je pourrais peut-être faire de quoi, ouais, c'est une bonne idée, ça. Je le voyais dans ma tête. Puis, 10 ans plus tard, la raison est là. C'est ça, il faut l'aimer parce qu'on passe des années avec ce personnage-là. Oui, c'est ça. Je l'ai laissé tomber, mais quand Marc m'a relancé, j'ai fait OK, oui, on pourrait faire de quoi. Puis là, ça n'a pas sorti tout de suite, mais quand j'ai une idée dans la tête, je la lâche pas. Ça, c'est sûr, certain. Et dans votre cas, Hilaria, pourquoi avoir choisi Lucille Teasdale et Charlotte Salomon pour en faire des BD biographiques? Ah, d'accord. Au début, je voudrais
Pardonnez-moi, je voudrais dire pardonnez-moi pour mon français imprécis. J'ai encore me brouille entre masculin, féminin. Donc, excusez-moi. J'espère que vous pouvez me comprendre également. On comprend très bien. Ça va bien aller. Merci. Pour ce qui concerne l'histoire de Lucille, je dois dire honnêtement qu'elle était mon éditrice qui m'a proposé son histoire. Au début, je ne connaissais pas l'histoire de Lucille Teasdale. Je n'avais jamais entendu parler de Lucille. Donc, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai trouvé son histoire très intéressante, très attachante. Et donc, j'acceptais tout de suite. Mon éditrice, de son côté, avait reçu la requête de la Fondation Corti, une des deux fondations qui financent l'hôpital où Lucille travaillait avec son mari, Pierrot. On a travaillé pour toute leur vie dans un hôpital en Ouganda, l'hôpital Achor. Et il y a une fondation canadienne à Montréal, parce qu'elle était née à Montréal, et une fondation italienne qui est gérée par la fille de Lucille Pierrot. Donc, la fondation italienne voulait destiner le roman graphique de Lucille seulement aux jeunes filles en formation dans l'école des infirmières de l'hôpital, à l'école des infirmières. Et parce qu'ils voulaient que les jeunes étudiantes pouvaient savoir l'histoire de leur fondatrice. Parce que Lucille a formellement voulu, en 1973, la construction de cette école dans l'hôpital pour donner du travail aux jeunes filles ougandaises. Mais mon éditrice a pensé que publier l'histoire seulement pour les jeunes étudiantes pouvait être un peu réducteur, donc elle a publié en général. En revanche, pour ce qui concerne l'histoire de Charlotte Salomon, j'ai pris son histoire parce qu'une de mes amies me l'a raconté. Elle devait réaliser une exposition de livres d'artistes dédiés à Charlotte Salomon et à la Shoah. Donc, m'a raconté en fait de la vie de Charlotte et j'étais profondément touchée parce qu'elle était une jeune femme peintre. Elle était berlinoise de famille juive et elle était déportée à Auschwitz quand elle avait seulement 26 ans et elle était tuée tout de suite à son arrivée parce qu'elle était enceinte de 4 mois. Et elle avait surmonté sa dépression parce qu'elle souffrait de dépression grâce à son art. Elle avait utilisé l'art comme moyen pour surmonter sa dépression et elle a réalisé une œuvre qui c'est très, très similaire à une bande dessinée. Elle a raconté sa vie avec des gouaches qui sont en séquence narrative. Et dans chaque gouache, il y a des dialogues, des commentaires, comme des dialogues dans les bulles d'une bande dessinée ou les commentaires dans les cartouches. Elle avait aussi suggéré des morceaux de musique d'écouter en regardant les tableaux, comme une bande-son. Son œuvre est considérée une des premières œuvres multimédia de l'histoire et elle était comparée à une bande dessinée. Donc, je pensais que raconter son histoire avec un moyen très, très similaire, c'était approprié. Donc, j'ai raconté son histoire. Merci beaucoup, Hilaria. Et j'aurais envie de vous demander, avez-vous dû demander la permission aux membres de la famille ou aux gens qui sont encore vivants, qui ont comme les droits sur cette personne-là? En ce qui me concerne, non. Non. Mes sources étaient dans le domaine public, les bios sur Freud, donc ça s'y prêtait pas. Non, c'était pas nécessaire. Dans ton cas, toi, Cyrus, oui, hein? Oui, moi, ça a été assez particulier parce que quand j'ai commencé à penser à faire une histoire sur lui, à m'y mettre, juste pour comme faire la première mise en scène, j'ai fait comme 6 pages. Et moi, je travaille aux impatients. L'organisme des impatients qu'on s'occupe des gens qui ont des problèmes de santé mentale et qu'on vient à aider ces gens-là par le biais de l'art. Et puis, il y avait un certain Michel Dallaire qui était ami avec des impatients. Et c'est ma blonde qui a su par quelqu'un d'autre qui l'avait engagé. Parce qu'elle disait, qu'est-ce qu'il fait Cyrus? Cyrus fait de la BD, il fait un projet sur Dallaire. Dallaire? Je connais Dallaire. Il est ami avec nous autres. Michel Dallaire. Ah ouais, OK, bon.
c'était son père, mais son père met de la fesse gauche. Là, tu sais, vous allez comprendre quand vous allez lire l'histoire. Oui, c'est ça, on comprend en lisant la Oui, BD. c'est ça, l'histoire. Bon. Bref, fait que, j'ai fait mes 6 pages, puis j'ai montré, puis ah, c'est super, oui. Bon, il y a quelques erreurs, mais c'est intéressant. Je mets ça sur la glace, j'ai toujours dans ma tête, puis là, on s'est revus de temps en temps comme ça. C'était un homme public. Michel, hein, il était dur à pogner dans les soirées. Fait qu'on se parlait comme 2-3 mots. OK, ouais, comment ça va à BD? Ben, je suis pas encore entré là-dessus, je suis pas là-dessus, je suis en train de finir d'autres choses. Mais ça s'en vient. Alors, quand c'était le moment, ben, j'ai demandé à François, l'autre fils qui est plus jeune, tu sais. Puis on s'est rencontrés dans un restaurant, bon, puis on a jasé, j'ai montré ce que je faisais. Puis on a dit, OK, ouais, c'est bon, OK. On va procéder comme ça, comme ça. Mais à ce moment-là, c'est moi qui faisais tout. Je faisais l'histoire, je faisais les dessins. Puis là, vu que ça avançait, puis ça avançait pas vite parce que j'étais sur mon autre projet, j'ai dit, je vais peut-être demander à mon chum Marc, qui m'a donné l'idée il y a quelques années. Je l'ai appelé, puis c'était gagné dans la poche. J'ai dit, OK, on passe ça. Fait que tranquillement, il a comme conçu un scénario avec toutes les lectures qu'il a faites. Puis après, on a rencontré d'autres mondes qui avaient rapport avec, qui avaient écrit sur Dallaire. Et c'est comme ça, bloc après bloc, en prenant des notes, en regardant, en écoutant. On est arrivé à avoir cet accord puis à monter un scénario. Mais c'est pas encore fini l'histoire. La suite tantôt. Et justement, Hilaria, est-ce que vous avez dû demander à la famille de Lucille Teasdale et à la famille de Charlotte Salomon pour pouvoir faire des bandes dessinées sur elle? Non, en réalité, quand je raconte des récits biographiques, j'écris beaucoup de récits biographiques, je demande la permission à la famille, aux membres de la famille. Mais pour Charlotte, il n'y avait plus de membres de sa famille, elle n'avait pas de descendantes, des autres proches. Pour l'histoire de Lucille, comme j'ai dit, la Fondation avait fait la requête d'écrire une bande dessinée. Donc, plus qu'une permission, j'ai demandé l'approbation des contenus de l'histoire. Parce que je sais que d'abord, Dominique, la fille de Lucille Perron, n'était pas beaucoup convaincue par l'idée d'une bande dessinée. Ah non? Oh non, l'idée a été de l'attaché de presse de la Fondation Corti, Daniela Condorelli, qui a pensé qu'une bande dessinée pouvait être plus appropriée pour les jeunes étudiantes, comme j'ai dit. Mais Dominique, en réalité, pensait qu'une bande dessinée pouvait être un peu réductrice de l'histoire de sa famille, parce qu'un peu réducteur était un film qui a été réalisé qui racontait la vie de Lucille, et qui était très, très romancé, un peu apprécié au sujet de quelques événements de la vie de Lucille. Les endroits où se déroulent les films ne sont pas les mêmes de l'hôpital, donc elle pensait que pour la bande dessinée, il pouvait arriver la même chose. Mais quand j'écris le développement du sujet, et je l'envoyais pour avoir l'approbation avant de réaliser le scénario, le vrai scénario. Et j'envoyais aussi une très longue liste de questions, de demandes d'éclaircissement au sujet de la vie de Lucille, et de son mari, de l'histoire de l'Ouganda, parce que après son indépendance de l'Angleterre, l'Ouganda était traversé dans une très longue période de sanglantes guerres civiles. Donc, je voulais apprendre quelque chose en plus. Et je voulais aussi les cartes typographiques de l'hôpital pour comprendre. L'hôpital s'est développé dans les années. Donc, je voulais comprendre l'expansion de l'hôpital. Et quand Dominique a reçu ma liste de questions, Daniela Condorelli m'a dit qu'elle s'exclamait « Tiens, je rencontrais quelqu'un plus pointilleuse que moi ». Donc, elle a commencé à répondre à mes questions. Elle a recherché beaucoup de photos de sa famille, de sa maison à la Dior, d'elle-même. Elle m'a envoyé ses photos personnelles. Et
elle a été donc engagée dans la réalisation de la bande dessinée. Elle a compris le grand travail qui se cache derrière une bande dessinée. Quand elle a reçu les livres, dans la semaine, elle a commencé à tourner les pages, elle sait mieux. Et elle a dit, oui, c'est mon histoire, c'est ma famille. Alors, Chiara Abbassanotti, ma collègue dessinatrice, et moi, nous avons été très heureuses de savoir son opinion au sujet de notre travail. Mais merci. Et je serais curieuse de vous demander comment vous racontez des bandes dessinées qui sont biographiques, qui racontent la vie de quelqu'un de connu, pour s'assurer d'avoir les bonnes informations, où vous avez pris vos recherches. Dans votre cas, Suzanne, je crois que vous avez lu beaucoup, beaucoup de livres sur Freud. J'ai lu les principales biographies, donc j'étais à même de comparer d'un biographe à l'autre si les informations se recoupaient. Ça, c'était une chose. Il y avait aussi toutes les informations qu'on a qui viennent pour le dessin. Bien, il y avait toutes les références photographiques, on les connaît à peu près toutes. C'est familier de voir Freud dans telle et telle posture, et puis moi, je réinterprétais par le dessin cette documentation. Et à peu près au milieu de mon projet, j'ai découvert à la Washington Library of Congress des home movies. Alors là, ça a été formidable parce que ce sont des petits films. C'était le début un peu des petits films qu'on pouvait faire à la maison, qui était fait par l'entourage de Freud quand il était en vacances surtout. Donc, on le voyait bouger, interagir avec sa famille, et puis on pouvait voir c'était quoi ses postures, ses mimiques, un peu ses tics, quelque chose qui n'est pas accessible habituellement. Donc ça a été aussi très important dans ma documentation. Dans ton cas, toi, Cyril... Je trouve ça intéressant de voir toute chanceuse. Oui. J'aurais aimé ça de voir des petits films sur Dallaire. Mais ça, c'était impossible. Mais il fallait vraiment user d'imagination. Mais il y avait une personnalité. Alors ça, c'était comme, bon, OK, telle personnalité, tel caractère, tel type. On y allait un peu avec ça. T'sais. Mais on a fait beaucoup d'entrevues. Ça, avec Michel et des deux fils, avec un auteur qui a écrit sur la vie de la famille de Dallaire, René Viau, peut le dire. On a lu son livre, on a même interviewé René Viau. Et puis, prendre toutes des notes, réécouter les notes, puis essayer de faire un passé comme le tamis, tu sais, parce que tu peux pas tout prendre. Non, c'est ça. C'est ça la magie, c'est que là, il faut que tu prennes la bonne info. Parce que si tu veux construire une histoire, nous, on a joué un peu avec le feu parce qu'on est parti de son jeune âge, de 15 ans, jusqu'à sa mort. Alors ça, c'était touché. D'habitude, tu racontes un bout d'histoire d'une personne, mais tu racontes pas toute sa vie. On a fait un espèce de traveling, si on pourrait dire, de 15 ans jusqu'à 49 ans. Et avec les informations qu'on a. Puis des fois, on allait piger. Des fois, on montrait qu'est-ce qu'on avait fait. Hey, c'est correct, ça? Ouais, OK, c'est correct. On a eu quand même des écueils. On a eu des petites affaires qui étaient arrivées. On s'en est quand même bien sortis. C'est ça. Ça prend les informations de la famille, si possible. Puis des artistes aussi, parce qu'il y avait un couple d'artistes qui s'appelait Guy Monpetit et Daniel Monpetit, qui ont trouvé Dallaire décédé avant ça. Ça a permis aussi de nourrir un peu le sujet. Et dans vos trois bandes dessinées, dans la bande dessinée sur Freud, la bande dessinée sur Dallaire, sur la bande dessinée sur Charlotte Salomon, tous les trois ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça a demandé une recherche sur cette période-là de l'histoire? De mon côté, je l'avais dans la première version que j'avais faite de cette BD, le scénario et les dessins. J'évoquais donc le nazisme, mais quand je me suis associée à mon éditeur de la boîte à bulles et puis à mon co-auteur William Roy, il voulait qu'on puisse développer ce contexte sociopolitique. Et c'est William Roy qui a surtout documenté cette partie-là du scénario. Lui avait déjà fait 2 BD, dont une qui se déroulait durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait déjà pas mal d'informations. Et c'est lui qui a développé cette partie-là du scénario. Dans ton cas, toi, Cyril, c'est Ben moi, c'était
Oui, on s'est documenté. On est comme... parce que faut dire que Dallaire a été prisonnier. Oui, c'est ça. Prisonnier britannique de cette époque-là. Et là, il était à Paris. Et puis, il a été prisonnier dans le nord de Paris, dans un stalag où on avait tout réuni, tous les sujets britanniques, comme pas les Italiens, mais excuse-moi, les Indiens, les gens de l'Inde, et les Australiens, les Canadiens, et toute cette gang-là. Et puis, Dallaire, il s'est ramassé là. Mais il s'est comme sauvé un peu. Il se promenait d'un atelier à l'autre. Donc, à un moment donné, ils l'ont pogné, tu sais. Ils ont dit, OK, toi, tu viens avec nous autres. Puis sa femme, parce qu'il descendait avec sa femme, parce que Dallaire s'est marié en 1938. Après ça, il a eu une bourse, une petite bourse. Il est descendu directement à Paris pour aller étudier l'art religieux, se disant, ouais, Paris, super, ouais, on va se marier, on va bien s'éclater. Il n'a pas éclaté bien longtemps. Comme il est revenu, ils l'ont ramené au sol. Ils disaient, hey, regarde, man, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, non, les Français sont super bien armés, il ne va jamais rien se passer. Puis à un moment donné, les loups sont débarqués dans Paris. Puis là, ça a été le bordel. Puis là, il s'est fait prendre. C'est la Gestapo qui a été cherchée. Il n'y a pas grand pain de Québécois qui sont fait arrêter par la Gestapo. Hein? Il y en a peut-être quelques-uns là, qui sont pas aussi connus que Dallaire, là. Alors, ça mettait un peu de la viande après l'os. Et que j'ai illustré, je ne sais pas, on voit cette image-là, justement. J'imaginais Dallaire avec le Big Boss en avant, puis les deux soldats, et puis un gars qui se promenait avec eux autres. Bien piteux. J'imagine qu'ils devaient être extrêmement découragés par rapport à ça. Et on ne va pas tout vous raconter quand même, on va vous laisser un peu d'air. Et Hilaria, dans votre cas, Charlotte Solomon se retrouve emprisonnée dans un camp de concentration. Est-ce qu'il a fallu faire beaucoup de recherches sur cette période-là, la Seconde Guerre mondiale? Pour réaliser les deux histoires, oui. Si je fais beaucoup de recherches. Au sujet de l'histoire de Charlotte Salomon, j'ai étudié toute son œuvre, qui était digitalisée, était publiée sur le site internet du musée juif d'Amsterdam. Donc, j'ai regardé toutes les gouaches, mais elle a réalisé en réalité grossièrement 1300 dessins entre gouaches et des autres croquis. Et j'ai traduit tous les dialogues, tous les commentaires sur les croquis aussi, les morceaux de musique. Et donc, j'ai fait une sélection des plus importants. Et j'ai lu des livres qui parlaient de la vie de Charlotte, de biographie, en père romancé en réalité. Donc, j'ai préféré utiliser son œuvre parce qu'elle a raconté toute sa vie, même si elle est partie de la supposition que tout ce qu'elle a raconté n'était pas la vérité nécessairement, parce qu'elle a titré son œuvre « Vie au théâtre ». Donc, peut-être vie, peut-être une fiction scénique qu'elle a regardée. Elle s'est détachée de sa vie pour raconter sa vie, pour surmonter, comme j'ai dit, la dépression. Donc, comme si elle était spectatrice de quelque chose. Et en plus, j'ai regardé des documentaires sur l'histoire de Charlotte et j'ai lu des articles de critiques d'art sur l'art de Charlotte. Et pour l'histoire de Lucille, j'ai reçu beaucoup de documentation par la Fondation Corti. Et ils m'ont envoyé 4 livres de biographie et un très important livre de lettres, de correspondances que Lucille a envoyé à sa sœur cadette Lise et que Pierrot a envoyé à sa famille et à ses amis et bienfaiteurs de l'hôpital. Et où on racontait tout cela qui s'est passé en Ouganda et dans l'hôpital. Parce que pendant la guerre, l'hôpital n'a jamais arrêté son travail. Il a servi comme refuge pour la population. Et dans l'hôpital, il y avait
beaucoup de pillages, beaucoup d'attaques par les guerrieros. Lucille et Pierrot aussi, on était menacés, on était blessés. Il y avait des enlèvements de patients, des enfants qui étaient recrutés par les guerrieros et des infirmières qui étaient enlevées et libérées seulement en change de médicaments, des autres fournitures de l'hôpital. Donc, ils ont raconté tous les événements avec leurs émotions. C'était très important pour moi pour tracer les caractéristiques comportementales, psychologiques des personnages de la bande dessinée. En plus, j'ai reçu un documentaire qui a été réalisé peu avant la mort de Lucille, des photos, comme j'ai dit, un livre de photos de l'Ouganda et de la Chor, le village où se trouve l'hôpital. J'ai regardé des autres documentaires sur l'histoire de l'Ouganda. J'ai retrouvé des articles des journaux de cette époque qui parlaient de la situation politique de l'Ouganda, de l'histoire de l'Ouganda, et un film qui s'appelle, je ne sais pas en réalité si en français il y a ce titre, en italien ça s'appelle Le dernier roi d'Écosse. C'est un film anglais sorti en 2006 qui s'appelle The Last King of Scotland et qui raconte l'histoire du dictateur de l'Ouganda, Idi Amin Dada, qui était un homme très méchant, très, très fou, qui avait ordonné la mise à mort de toutes les populations qu'il pensait qui étaient contraires à son gouvernement. Merci. Ah, merci. Et Suzanne, je serais curieuse de savoir, Freud, on connaît beaucoup son histoire, mais pourquoi avoir choisi de parler de la partie de sa vie où il est atteint justement d'un cancer de la mâchoire plutôt qu'une autre période de sa vie? Bien, l'idée de faire ce récit dessiné venait justement de l'intérêt qu'on a porté à l'aide médicale à mourir. Et quand on a fait un petit peu de recherche et écrit là-dessus, on s'intéressait notamment à l'idée de la relation patient-médecin et aussi de la capacité ou de l'incapacité qu'on a à évaluer la souffrance d'autrui. Et quand j'ai relu donc le livre du médecin interniste qui a suivi Freud pendant les 15-16 dernières, les 10 dernières années de sa vie, mais qui relate les 15-16 années de son cancer, je me suis dit que j'avais envie d'aborder la vie de Freud sous cet angle-là. Donc, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits naturellement sur Freud, il y a plusieurs bandes dessinées aussi. Souvent, ça porte un petit peu plus sur la théorie psychanalytique. Alors moi, je me suis pas attardée du tout sur la théorie psychanalytique. J'avais envie de décrire Freud, l'homme, qui affronte la maladie, la fin de vie, avec toutes ses contradictions, et donc à hauteur d'homme. Et ça, c'est peut-être un petit peu moins fréquent dans les livres qu'on lit sur Freud. Ceci étant dit, j'ai été aidée beaucoup par le livre de son interniste, Max Schur, qui parle de Freud de cette façon-là, de l'homme, là, pétri de ses contradictions, qui hésite, qui a ses faiblesses. Et dans la bande dessinée aussi, plus le récit avance et plus on voit cet homme vieillissant, et à la fin, on le voit même en pyjama là, dans son lit. Donc, c'est un peu un parti pris pour essayer de maintenir cet angle sur Freud. On a l'impression d'être vraiment plus proche de lui dans cette bande dessinée-là. Oui, Cyrus? Est-ce que c'est des inspirations, surtout des photos ou des films, là, à ce moment-là? Là? Es-tu filmé quand il Non, quand là, c'est vraiment moi qui interprète. Non, ça, j'avais pas de documentation photographique là-dessus. Ah, fait que c'était imaginé quand on le voit avec la mâchoire qui a été opérée, tout ça, il n'y avait pas de photo de ça, là. Mais cette période-là de sa Ça veut dire qu'il y a vie. beaucoup de photos où on peut voir, si on porte attention, qu'il y a quand même une cicatrice ou comme une lésion.
Mais le reste, c'est moi qui l'ai imaginé parce qu'il n'y avait pas de documentation photographique. Par contre, il n'y a aucun des détails qui est le fruit de mon imagination. Tout est biographique, là. Et ce qui est intéressant, c'est que Freud est atteint d'un cancer de la mâchoire, puis il continuait malgré tout de fumer le cigare qui lui a causé ce cancer-là. Oui, mais vous connaissez tous des gens qui ont un cancer du poumon qui continuent de fumer, Oui. qui ont des maladies, qui font des infarctus qui continuent de fumer, des problèmes hépatiques qui continuent de boire, etc. Donc, c'est tout à fait... Mais on se dit que c'est un médecin, mais en même temps, hein, c'est là qu'on voit que... Oui, c'est ça. Et pour lui, ça a un certain sens. Oui, oui, complètement. Ça l'aide à travailler, À se concentrer, à oui. se concentrer. Le travail, c'est la valeur, pour lui, la valeur suprême de sa vie. Donc, il est cohérent avec lui-même. Et ça, c'est important, hein, d'être cohérent avec soi-même, peu importe ses choix. Il a quel âge à ce moment-là? Là? Quand il a... Il est malade, là, il est... Ben, la première fois qu'il se rend compte qu'il y a probablement une lésion dans la bouche, c'est en 1923, il y a 100 ans. Et il y avait... Oui, c'est ça. C'est ça. Qui a réalisé ça, mais il est décédé à 83 ans, après avoir été malade pendant 16 ans. C'est incroyable, hein? Avec une panoplie d'opérations tout au long de Voilà. cette période difficile de sa vie. C'est ça, oui. Et dans ton cas, toi, Cyrus, comment vous avez fait le choix avec Marc des parties? Tantôt, tu le disais, vous avez pris le défi de raconter sa vie de 15 ans jusqu'à sa fin. Comment on fait le choix des morceaux qu'on va présenter dans la bande dessinée? Ben ça, c'est une question qu'il faudrait poser à mon scénariste. Il n'est pas dans la salle, par hasard? Non, il n'est pas là. Non, je ne le vois pas. Ah, moi, déjà, je suis embêté. Ben, comment je pourrais dire? Donc, vu qu'on le connaissait assez bien, on a pu comme arriver à trouver des moments clés, qu'on pourrait dire. Par son art aussi, ça a bien aidé. Aussi, il s'est promené aussi. Hein. Il était à Paris, après ça. Avant qu'il aille à Paris, il s'est promené beaucoup. Montréal, Toronto, Boston. Et puis après ça, Paris. Puis il est revenu au Québec après. Puis qu'on a tout essayé de garder comme une espèce de rythme, tu sais. Pour pas que le monde s'ennuie aussi. Puis ça peut devenir redondant. Okay? Alors, on a essayé de rythmer tout ça. Puis trouver des moments dramatiques, dramatico, tragédico-comiques. C'est tout un mélange. Écoute, on a pris une chance. Là. On est arrivé à quelque chose, mais c'était pas évident. Mais est-ce qu'en cours de route, vous découvriez des trucs que vous ne saviez pas sur lui, puis vous disiez, hey, ça va être bon dans la bande dessinée, oui, ça va être bon? Ça, c'est sûr. Mais on avait quelque chose qu'on voulait absolument raconter. C'est surtout comment Michel est arrivé. T'sais. Oui. Bon, ça faisait un petit peu de piquant dans l'histoire, là, OK? Alors, fait que Michel est né en France, puis il est né d'un père français, puis de sa mère biologique. Pendant que Dallaire était incarcéré dans le stalag de le 1250 à Paris. Alors, ça a mis un petit peu... On a demandé la permission, parce que dans le livre de René Viau, on le souligne, mais assez subtilement. On peut deviner entre les lignes. On dit « Ah, c'est ça qu'il veut dire? » Là, on demandait à Michel, « Peux-tu le raconter? » « Ben oui, vas-y. Gâtez-vous. OK, super. » Fait qu'on a lancé ça. Ça faisait un certain bon rythme dans l'histoire. Sa femme venait le voir de temps en temps. On est arrivé, puis elle n'était pas comme d'habitude. Il fait il se passe de quoi? Alors, ça, c'était à voix de lire l'histoire. Pas tout dire quand même. Mais non, il faut lire la bande dessinée. Non, c'est ça. Alors, ça a mis du piquant dans l'histoire. Puis, on est arrivé avec beaucoup d'informations. On parlait tantôt. On a beaucoup aussi lu des. On disait, on a interviewé du monde, mais on a lu aussi beaucoup ses livres. Bon, beaucoup de livres sur Dallaire. On a juste 2. Une monographie de Guy Robert, puis un catalogue du Musée des Beaux-Arts de Québec. C'est la grosse expo qu'il y a eu en 2000 de ce musée-là qui ont fait un catalogue incroyable. Là, qu'on avait comme 2 idées qui se rejoignaient. On a fait ça, on a fait une espèce de mélange. Intéressant. Et dans les 3 cas, vous avez collaboré avec une autre personne pour la création des bandes dessinées. Je serais curieuse de savoir comment se faisait la collaboration. Je commencerai avec Suzanne. Est-ce que tu as fait toute la biographie au complet, texte et images, et ensuite c'est William qui a pris le relais, ou c'est en cours de processus?
Je dirais que c'est un peu en cours de processus. C'est lorsque l'éditeur, la boîte à bulles, Vincent Henry de la boîte à bulles, a dit que le projet l'intéressait, mais que je maîtrisais pas, et c'est tout à fait vrai, je maîtrisais pas très bien la grammaire de la bande dessinée. Alors, il m'a demandé si on faisait un projet d'édition, si j'accepterais de me joindre d'avoir un co-auteur, et ça a été William Roy. Alors, ça a été une collaboration extraordinaire, virtuelle, parce que c'était pendant la pandémie. William, lui, de métier, il est monteur au cinéma et il avait déjà fait 2 bandes dessinées. Alors, il a pu, d'une part, me faire un storyboard. Il a pris le plus d'images qu'il pouvait que j'avais déjà dessinées et il en a rajouté d'autres pour que le récit soit plus fluide, plus cohérent et on rallonge aussi la bande dessinée. Et il a aussi réécrit mon scénario, toujours pour que ça soit mieux conçu par rapport à la bande dessinée. En fait, on s'est rencontrés je dirais, en présentiel pour la première fois pour aller signer notre livre cette année à Angoulême. Mais je l'avais jamais vraiment rencontré. Par contre, ça a été une collaboration extraordinaire. Très bien. Et puis, même Vincent de la boîte à bulles, il était emballé par le projet. Il avait des idées lui-même. C'est lui qui a eu l'idée qu'on ajoute peut-être un rêve de Freud pour qu'on puisse avoir une idée. Comment on fait ces excursions là dans notre inconscient? Donc, on a pu rajouter un rêve. Voilà. Très intéressant. Et dans ton cas, Cyrus, avec Marc, comment ça s'est fait? Est-ce que Marc a fait le scénario dans un premier temps, puis ensuite tu as commencé les illustrations, ou ça se faisait vraiment presque en même temps? On s'est jasé pas mal. Là. On a jasé beaucoup de Dallaire, puis comment on le voyait aussi, comment on pouvait percevoir l'histoire. Puis mais j'ai laissé aller. Je ne suis pas trop mêlé à ça. J'ai dit, parce que lui, il écoutait les entrevues, puis il fallait qu'il se mette là. Je ne pouvais pas comme écouter les entrevues ensemble. Il disait, on va prendre ce bout-là. Ouais. J'ai dit, une personne, c'est assez, ça ne mélange pas les idées. Il part avec ça. Puis si moi, j'ai quelque chose à rajouter, je vais lui demander, OK, on peut-tu faire ça? On peut-tu glisser ça? Puis moi, je découpais aussi. Lui, il me découpait une histoire. Moi, des fois, je pouvais la découper à ma façon. J'ai une façon de faire des cases, des planches. Genre, on peut introduire ça, on peut faire ça. On oublie ça. Ça, c'est trop. Puis on peut faire ça. Puis des fois, j'osais enlever quelques mots dans le texte à Marc. J'ai dit, parce que, tu sais, OK, c'est correct, OK, ouais, ça a bien été. Ça a bien été parce qu'on a un autre projet en cours aujourd'hui. Ah, ça, c'est un scoop? Oui, c'est un scoop, oui. On va vous le dire à la fin. Hein. D'accord. Restez là, bougez pas. Et Hilaria, dans votre cas, vous faites les scénarios. Comment s'est fait la collaboration avec les illustratrices? L'illustratrice et l'illustrateur Dans l'autre cas. dans le cas de Charlotte Salomon. Pour l'histoire de Lucille, je collaborais, comme j'ai dit, avec Chiara Bastanotti, mais nous vivons dans 2 différentes régions d'Italie. Elle vit au nord d'Italie, au sud profond. Donc, notre collaboration était virtuelle. Nous avons collaboré, nous avons utilisé des Internet Cloud pour partager des contenus. J'envoyais mon scénario et ensuite je partageais aussi toutes mes références visuelles pour Chiara et elle a partagé avec moi avec, comme je dis, de Internet Cloud. Et nous avons utilisé Mega et nous pouvons nous confronter aussi pour message avec Telegram. Et elle m'a envoyé ses coquilles, ses storyboards et ensuite ses planches. Si elle voulait changer quelques cadrages du scénario, nous pouvons, comme je dis, parler, nous confronter avec Telegram, avec des messages sur Telegram. Et quand elle a terminé, j'ai fait le lettrage, le lettering de planche. J'ai mis le dialogue dans les boules, dans les cartouches. On dit lettrage en français, le lettering. Typographie. Ah, d'accord.
Donc, avec l'ordinateur, j'ai mis le dialogue dans les boules, dans les cartouches. Et pour l'histoire de Charlotte, avec Gianmarco De Francisco, nous vivons dans la même région, même si dans de différentes provinces. Mais nous sommes collègues de la même école pour BDistes. Donc, nous pouvons nous rencontrer en personne, nous pouvons nous confronter en personne. Merci. Merci à vous. Et Cyril, je serais curieuse de savoir, en fait, tu fais une bande dessinée biographique sur un artiste peintre. Toi-même, tu es un artiste visuel et tu as fait des reproductions à certains moments dans l'ouvrage. Et ce que je lisais en préparation, c'est que rapidement, tu avais l'instinct pour faire des copies un peu des œuvres de Dallaire. Oui, j'étais comme copiste, comme on dit. Je me passe justement une nouvelle carrière, là. Ah oui, c'est ça, c'est moi, ça. Oui, j'ai fait des... Oh, ça fait du sang. OK, oui, c'est ça. Cette image-là est pas mal représentative pour représenter Dallaire avec son œuvre, qui est en train de réaliser justement le Coquelicorne, qui est une de ses œuvres les plus connues dans le monde de la production de Dallaire. Et puis, oui, je me suis carrément plongé. Je m'inspirais, en fait, de photos qu'il y avait dans les catalogues, dans les monographies. Surtout celui de Québec, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, là, tu sais. Puis Dallaire, c'est un... Dallaire, il ne fait pas du bruit de même, Dallaire. Je suis trop proche. Non, OK. C'est l'intensité. Alors, je me suis beaucoup approché de son œuvre. J'ai essayé de faire vraiment... Je me suis mis comme carrément dans la peau, un peu comme je suis rentré un peu dans sa peinture. Mm-hmm. Je voulais être proche, parce que le problème, c'est qu'on ne pouvait pas... Moi, j'avais l'idée, moi puis Marc, on avait l'idée de prendre ses œuvres typiques, puis de les mettre dans l'album. Mais vu que le livre sortait en Europe, il y avait un paiement à faire pour les douanes. Alors, j'ai dit, OK, on va s'accrocher, puis on va les faire presque pareil. Fait que tic, 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 et puis regardez, j'ai pas été retoucher les couleurs dans l'album, non. J'allais chercher les couleurs, puis je voulais vraiment faire pareil. Puis tu t'es amusé avec les couleurs que Dallaire utilisait dans la bande dessinée, on le voit, là. Oui, bien ça, je me suis plus laissé porter par... j'avais une certaine idée, mais j'ai fait aussi avec Pellan aussi la même affaire. Parce que Pellan, à un moment donné, Pellan puis Dallaire se rencontrent. Mm-hmm. J'ai fait exprès de mettre quelques œuvres de Pellan qui ne sont pas vraiment les plus connues. Là, j'étais vraiment maniaque. Là, j'agrandissais l'image. Je disais, OK, c'est parce que la courbe, elle va là. La courbe, celle-là, elle va là, ici. Ça va faire ça. Puis ça fait, ouh, ça fait ça. Ben oui, c'est parfait. Là, c'était rapetissé, c'était gros de même. J'étais OK. Bravo, Cyril. J'ai bien trippé à faire. On le sent que tu as eu du plaisir à la faire, cette merci. bande dessinée-là. Et Suzanne, dans le cas de la bande dessinée sur Freud, c'est une bande dessinée qui est en noir et blanc, mais à un certain moment dans l'ouvrage, la couleur rouge a une importance majeure. Est-ce que c'est venu dès le départ ou c'est une idée de William et de l'éditeur d'ajouter la couleur rouge comme ça dans l'ouvrage? Dans ma première version, j'avais des planches rouges comme ça. C'était un petit peu plus facile. Je pense qu'on n'en a pas. J'aurais aimé ça en montrer, mais non, on n'en a pas, je pense. J'ai mis un damier, peut-être, où c'est des couleurs terre. Non, je pense qu'ils ne l'ont pas mis. Non, il n'y en a pas. Désolée. Bon. C'est pas grave. Mais c'était déjà dans ma première version. C'était un petit peu plus facile pour moi parce que j'avais jamais fait de bande dessinée, mais j'avais fait de la peinture et notamment de la peinture plus abstraite. Donc ça, c'était comme une façon de m'exprimer qui m'était plus familière. Et c'est William qui a décidé à quel moment on allait introduire le rouge. Parce que dans le récit, il y avait comme deux cancers en parallèle. Il y avait le cancer de Freud, mais il y avait aussi le cancer qui rongeait l'Europe, c'est-à-dire... La Seconde Guerre mondiale. Voilà, exactement, la montée du nazisme. Alors, c'est William qui a décidé de l'introduction des rouges, à quel moment et comment. Très intéressant. Et dans votre cas, Hilaria, est-ce que les illustrateurs pour les bandes dessinées, dans le cas surtout de Charlotte Salomon, il y a des reproductions qu'on retrouve dans la bande dessinée. Est-ce que l'illustrateur, dans son choix de couleurs, a pris des couleurs qu'on retrouve dans l'œuvre de Charlotte Salomon? Pardon, je n'ai pas compris très bien ta question. Je disais que Charlotte Salomon, c'est une artiste peintre. Oui.
dans le choix des couleurs Ah, qui allaient d'accord. être utilisées. Ah oui, oui. Mais pas seulement dans les choix des couleurs. Avec mon collègue, nous avons pensé d'hommager l'œuvre de Charlotte en général. Donc, mon collègue a choisi la même palette chromatique utilisée par Charlotte. Elle a utilisé les 3 couleurs primaires. Elle a utilisé le rouge, le bleu, le jaune. Donc, Gianmarco a utilisé le même couleur en prévalence, mais pour le scénario, j'ai utilisé la même technique utilisée par Charlotte Salomon dans ses gouaches. Elle, dans chaque gouache, avait réalisé un même décor, et sur le même décor, elle avait multiplié la figure des personnages. Je ne sais pas si on peut Non, voir. je pense qu'on n'en a pas. Ah, d'accord. Et donc, elle avait donné. Ah, il y en a une peut-être, celle-là? Ah oui, c'est un des vraies gouaches de Charlotte. Donc, elle a déplacé les personnages dans le même décor, comme j'ai dit, et pour donner la sensation de mouvement. Donc, les gouaches sont une séquence, mais dans chaque gouache, il y a également une séquence. Donc, j'ai voulu utiliser un scénario très, très similaire. En scénario, il y a un cadrage qui s'appelle, en italien, s'appelle plan de séquence. Donc, c'est la même chose. Il y a un même décor en planche, à pleine page ou dans des vignettes. Et les personnages se déplacent dans le même décor. Et nous avons en plus hommagé un auteur de bande dessinée italienne qui s'appelait Gianni De Luca, qui avait transformé toutes les œuvres de Shakespeare en bande dessinée. Comme si les personnages, il avait utilisé les mêmes cadrages, comme si les personnages étaient des acteurs qui jouaient sur la scène du théâtre. Et donc, nous avons utilisé le même cadrage, le même choix stylistique et, comment je peux dire, esthétique de Charlotte Salomon et de Gianni De Luca. Merci. Et je serais curieuse de savoir, dans toutes vos bandes dessinées, personne n'utilise le gaufrier. Je serais curieuse de savoir pourquoi avoir choisi de ne pas utiliser ça, peut-être pour être plus près de l'œuvre de la personne dont vous racontez l'histoire? Je vous vois faire des faces. On avait la question d'avance et ça m'a fait réfléchir. En fait, je pense que j'y ai pas vraiment pensé comme tel. Il y a beaucoup de romans graphiques où la formule est un peu, la forme est un peu éclatée. Ça me semblait être une façon de créer soit des emphases ou de faire des raccourcis. Par exemple, dans la bio du médecin interniste de Freud, il est question, année après année, du nombre de fois où il va chez son chirurgien, mais des fois, il décrit une vingtaine de visites chez son chirurgien. Puis ça, c'était pas vraiment possible d'intégrer ça dans la bande dessinée puis de garder un intérêt. Donc, pour cette partie-là, j'ai fait comme... Ça ressemble un peu à un gaufrier, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un damier en 2 pages où j'ai alterné les dessins de sa prothèse avec des dessins qui évoquent un peu les muqueuses, si on veut. Et donc, on rebondit d'une prothèse à l'autre, d'un texte à l'autre, et puis on comprend que le temps passe, et puis toutes les manipulations qui ont pu avoir lieu sont illustrées de cette façon. Donc, on a ça en un seul coup d'œil. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai procédé. Merci. Cyrus? Mais moi, je pense que je l'ai utilisé un petit peu. J'essaie de me souvenir, là, pour peut-être la regarder. Mais oui, ben, le gaufrier, ça fait partie de l'histoire de la BD. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est le typique montage, typique façon de raconter, puis garder un rythme aussi. J'ai des pages aussi qui sont assez grosses, où j'intègre des cases peut-être à l'intérieur. Mais en même temps, Dallaire était un être qui était hors norme aussi, fait qu'il fallait oui. que ça soit représentatif Ouais. dans la bande dessinée. Oui, mais en même temps, il ne fallait pas aussi se faire
suis emporté par ça. J'aurais pu faire une BD avec toute ma façon graphique que je peux faire des fois avec les planches. Je me suis comme gardé une petite gêne. J'ai dit, je vais me payer la traite dans les grandes illustrations, comme on a vu tantôt, là, quand je peins là, celle-là ou l'autre. Oui. Là, c'est plus le côté illustratif que j'aime beaucoup représenter. Mais je me gardais quand même une gêne, des pages pour quand même garder le rythme. Puis après ça, on se fait un petit cadeau. Là, t'sais. Et on le dit depuis tantôt, on parle de récit biographique. Et ce que j'ai aimé beaucoup dans votre ouvrage, Suzanne, c'est qu'à la fin, il y a comme un glossaire qui nous raconte. On a comme tout au long de l'histoire, la bande dessinée, il y a comme des petits astérix qui nous réfèrent à une page à la fin du glossaire qui nous donne les informations historiques sur les différents sujets. Est-ce que ça, c'était dès le départ ou c'est une idée de l'éditeur d'ajouter ça ou c'était pour pas alourdir l'histoire? En fait, c'était une façon très pratique de ne pas surcharger la bande dessinée avec des informations. Et j'avais vu ce genre d'annexe chez cet éditeur pour d'autres, sans savoir qu'ils s'intéresseraient à mon récit, pour d'autres bandes dessinées. Donc, je me suis dit, c'est une bonne idée. J'ai commencé à faire cette annexe et eux, ils étaient tout à fait d'accord pour qu'on procède de cette façon. J'ai pu, donc, dans l'annexe, citer l'interprétation que Freud fait de son propre rêve, parce que Freud a fait son auto-analyse, puisqu'il n'y avait personne avant lui qui était capable de la faire pour lui. Et donc, j'ai pu un peu me payer la traite et puis mettre toute l'interprétation du Freud. Alors, pour ceux qui sont curieux, ils peuvent s'y référer à la fin de la bande dessinée. C'est vraiment bien fait. Bravo. Le temps file. Moi, je serais curieuse de savoir, tantôt, Cyrus t'a ouvert une porte en disant que tu travaillais sur un nouveau projet avec Marc Tessier. Est-ce que c'est un projet, dans le prochain projet qui s'en vient ou il y a autre chose qui s'en vient? C'est dans le sujet qu'on jase en ce moment. On va parler de l'événement qui est arrivé, le grand démantèlement qui est arrivé en 1976 sur la rue Sherbrooke, qui s'appelait Corridor. Corridor, c'était un événement artistique qui était la fête de l'art. Alors, Drapeau a décidé que tout ce qui traînait sur le bord de la rue, là, qui ressemblait à des sculptures, il a dit, moi, j'aime pas ça, je trouve ça laid. Donc, on va tout sacrer ça dans les vidanges. Là, je fabule, là, vraiment, je fais comme... Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ça a été ils ont poursuivi la ville, ainsi de suite. Les artistes ont été très, très touchés. On est en période où on rencontre les artistes de l'époque, qui ont entre 75 et 80. Et il y en a qui sont encore là, debout, puis ils nous racontent ça, puis ils sont bien contents qu'on prenne ce sujet-là. Il y a personne, à moins des gens en haut de mon âge, ou peut-être 70, 75, qui s'en souviennent. On l'a dit tantôt, faire une bande dessinée, c'est extrêmement long. Comment on te convainc de faire une bande dessinée sur un sujet comme celui-là? Il faut que ça soit quelque chose qui vient chercher. C'est l'amour du sujet. Oui, c'est ça. L'amour de mettre de quoi en lumière que personne n'a entendu, mais pas juste pour dire, gage, non, parce qu'il faut vraiment vouloir le faire. Il faut vraiment être décidé, pas à peu près. Alors, on est décidé parce qu'on trouve ça une injustice totale envers les artistes. Et ça va mettre le on the spot. Là, regardez ce qui s'est passé. Regardez qui c'est qui était là à cette époque-là, et ainsi de suite. Et je ferais le lien peut-être avec Dallaire, parce que Dallaire, c'est un peintre québécois, mais on ne le connaît pas tant que ça. Et moi, j'étais contente de voir une bande dessinée sur lui. Bien, le livre qu'on a fait, c'est comme un gros travelling. Et si tu veux en savoir plus, bien, quand tu vas réserver le livre, bien, tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui sont attachées. Tu vas dire, il y a une monographie. Il y a un catalogue, je vais aller voir. Il y a une histoire racontée par René Viau, ainsi de suite. Moi, je rêvais sur tout ça d'être entre ces monographies-là. Ben, moi et mon scénariste, naturellement, Marc. Donc, c'est bien passionnant, la BD. Mais bravo. Suzanne, est-ce que ça vous a donné envie de refaire une autre bande dessinée? Parce que ça a pris quand même beaucoup de temps. C'est ça. Oui, d'une certaine façon, j'ai la piqûre. En même temps, ça m'a pris beaucoup de temps, 5 ans en tout. Je l'ai abandonné une fois, je l'ai repris 2 fois. J'oserais espérer qu'une prochaine fois, s'il y en a une, ça serait un peu moins ardu, que j'aurais un peu d'expérience, là.
Mais comment ça a été de retourner, parce qu'on l'a dit tantôt, vous êtes une psychiatre, Oui. de retourner aux Beaux-Arts que vous aviez étudié il y a fort longtemps? Oui, j'ai toujours gardé une pratique un peu de la peinture en parallèle, certaines décennies un peu plus que d'autres. Là, ça faisait quand même 10-15 ans que j'avais presque rien fait, mais j'arrivais en fin de carrière. Donc, c'était possible pour moi de travailler à temps partiel. Et dans les 5-6 dernières années, c'est ce qui m'a permis de me consacrer à ce projet. Puis je l'avais vraiment, comme dit Cyril, dans la peau. Là. Il fallait que ça se passe. C'était pas possible de ne pas le faire. Et est-ce que c'était justement pour aborder, Suzanne, l'aide médicale amoureuse, qui est vraiment un sujet que vous connaissez bien, là? Oui. Oui, c'était aussi une façon pour moi de dire que des fois, il faut qu'on se tourne vers le passé pour mieux saisir le présent. Donc, c'était que ça permette de se poser quelques questions sur c'est quoi notre capacité de choisir, quelle importance on doit accorder à l'autonomie de chacun. C'est des questions qu'on se pose tous les jours en clinique. Alors là, je pouvais le faire par le biais de quelqu'un qui avait vécu il y a 100 ans. Très bien, merci beaucoup. Hilaria, est-ce qu'il y a une nouvelle bande dessinée qui s'en vient? Oui. J'ai quelques bandes dessinées, mais encore, je ne peux pas dire. C'est secret encore? En réalité, je dois recevoir l'approbation des éditeurs. Donc, je ne peux raconter beaucoup de choses au sujet du contenu. Mais est-ce que ça va être encore sur une personne dont l'histoire, on va raconter personne historique? Ou... Ah oui, alors, sûrement, il y a une histoire qui raconte une personne réelle, on peut dire, d'accord? Et une histoire complètement de ma fantaisie, même si le contexte, c'est un contexte réaliste. Et encore une histoire qui raconte un événement peu connu de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, OK. Mais les personnages sont des personnages réalistes, pas des vrais personnages, mais ça se passe dans la réalité. Oui. L'événement est un événement réel. Il s'agit de bombardement du port de Bari en Italie. Ah, OK. Qui est considéré comme le Pearl Harbor de la Méditerranée. Donc, j'ai raconté cette histoire qui c'est très peu connue. Généralement, j'aime raconter des histoires qui sont peu connues ou des personnages qui sont peu connus. En Italie, au moins, l'histoire de Lucille Tisdel et Charlotte Salomon n'était pas très connue. J'aime raconter des histoires des héros du quotidien, on peut dire. Parce que je pense que pour le lecteur, c'est plus facile s'identifier. Au contraire, si les personnages sont des personnages qui sont considérés comme des icônes, des héros, ou qui avaient un rôle institutionnel très important, le lecteur peut plus facilement déléguer son engagement civil à des autres comme eux, parce qu'il considère ces personnages sans équivalent. Au contraire, si les personnages de la bande dessinée sont des mères, des pères, des frères, des médecins, des enseignantes, etc., c'est plus facile s'identifier. Merci beaucoup. Le temps file. Je serais curieuse de savoir, est-ce que vous allez être en dédicace dans les prochains instants à vos kiosques de vos éditeurs? Moi, je vais être en dédicace, mais pas avec Dallaire. C'est sur un autre BD. C'est un collectif, comme je disais tantôt, là, c'est 5 bandes métal. Je vais être au Cheval Blanc. Ah, d'accord. Ouais, on va signer là. Mais on invite les gens, justement, à se procurer ta bande dessinée merci. sur Jean-Philippe Dallaire. Merci de l'invitation et merci. Et c'est à la Pastèque pour les gens qui voudraient se le publier, le procurer. Là. Ouais. C'est à la Pastèque. Dans ton cas, Suzanne, est-ce que tu vas être en dédicace avec Freud le moment venu? Je l'étais aujourd'hui et hier. Donc, OK. J'ai terminé, mais c'est est-ce que tu te rappelles du numéro du kiosque? B12, je B12? crois. Oui. La boîte à bulles chez Hachette. C'est ça. Merci beaucoup. Et Hilaria, est-ce que vous allez être en signature? Oui, demain, je ne me rappelle pas
l'heure, mais demain, au kiosque Hachette, j'ai encore des dédicaces. Super. On rappelle les titres de vos bandes dessinées, Charlotte, Salomon et Oui. également Lucille. Merci beaucoup, Suzanne. Merci beaucoup, Cyril et Hilaria. Merci Merci au à vous public. d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée.